Fais ton choix entre la photocopie du réel et l'ingénieur en faillite bancaire. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire, quand on dit photocopie, tout le monde sait de quoi on parle. Et tout le monde sait aujourd'hui, quand on dit la définition d'un ingénieur en faillite des banques, tout le monde sait que le nom qui reviendra, c'est Tidjane Thiam. Fais ton choix entre la photocopie du réel et du vrai et l'ingénieur en faillite bancaire. Et donc l'article que j'ai développé moi-même en prenant des idées avec le roi du printemps et un de ses amis, c'est cet article-là que je vais vous exposer. Donc si vous avez en tête le titre que je viens de vous dire, on va faire la comparaison entre M. Téné Birahima Ouattara, le ministre actuel de la Défense, et Tidjane Thiam, l'ingénieur expert en faillite des banques. Et la première chose qui est importante, c'est que ici, on va d'abord prendre leur parcours scolaire pour savoir à qui on a affaire. On a affaire ici à un TBO qui, selon sa page Wikipédia, le définit comme un économiste avec une maîtrise acquise à l'université d'Abidjan contre un diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris. Au moins déjà, ça ce sont les informations sur leurs différents Wikipédia. Et la première chose qui frappe, c'est que déjà on voit le ministre Téné Birahima Ouattara qui se présente comme économiste avec une maîtrise acquise à l'université d'Abidjan contre un diplômé. Même le CP, c'est un diplôme. Il faut avoir le courage de dire quel diplôme tu as eu. Diplômé de l'école polytechnique et des écoles de mines de Paris. Mais toujours est-il que ça cache déjà quelque chose. Et donc la première comparaison, on va prendre d'abord le ministre Téné Birahima Ouattara. Il est diplômé d'une maîtrise en économie privée à l'université d'Abidjan. Il commence sa carrière dans le secteur privé à la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, où il exerce entre 1982 et 1992 au poste de directeur des exploitations. Il est ensuite nommé secrétaire général de la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire entre 1992 et 1999. En 2000, il devient directeur général de la société SNG jusqu'en 2003. Il occupe ensuite le poste d'administrateur général de l'Institut international pour l'Afrique jusqu'en 2011, où il décide de s'engager auprès du président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc voilà quelqu'un, malgré les grands moyens de son grand frère, ce qu'on doit retenir, c'est que Téné Birahima Ouattara n'a pas bénéficié des grâces de son propre grand frère pour être quelqu'un qui a eu son diplôme de maîtrise en économie privée à l'université d'Abidjan. En tout cas, même si c'est amélioré après, il n'y a pas meilleure source que ce qui vient de la bouche du poisson lui-même. C'est ce que son Wikipédia nous dit. Qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire, malgré les grands moyens du docteur président Ouattara, là, TBO n'a pas compté sur son grand frère. Il dit, moi je suis un fils du pays là, je m'en fous de mon grand frère. En bon petit Djoula là, il dit, ma vraie capacité là, c'était l'université d'Abidjan, je ne compte pas sur grand frère, je ne compte pas sur papa. Mais avec ça, il a fini par démontrer ses capacités. À partir il va occuper le poste d'administrateur général de l'Institut international pour l'Afrique jusqu'en 2011. Et donc voilà, qu'on vous présente un homme qui s'est fait lui-même, un self-made man. Mais à contrario, voilà un fils à papa ou un fils à grand-père qui se dit diplômé de l'école polytechnique, qui n'a pas le courage de nous dire quel diplôme il a eu véritablement. Et ça, il faudrait que Thiam améliore son Wikipédia, parce que même quand tu vas à l'école primaire que tu as CP là, tu peux aussi écrire « Je suis diplômé de l'école ». Il n'a qu'à dire c'est quel diplôme il a
Et puis on va bien voir, et puis on va bien vérifier. Tidjane Thiam rejoint McKinsey & Company en qualité de consultant en management de 1986 à 1994. Retenez les dates très bien. Parce que plus tard, on va utiliser ces dates-là. Au moment où faisait le bonheur des grandes compagnies comme McKinsey & Company, à partir de 1994, quand il va venir au pays pour travailler, il va oublier de faire le bonheur des Ivoiriens. Donc, retenez bien ces dates-là. Donc, comme il le dit sur sa page Wikipédia, il est diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris. Il rejoint McKinsey & Company en qualité de consultant en management de 1986 à 1994. De 1994 à 1999, Tidjane Thiam retourne en Côte d'Ivoire comme directeur du Bureau national d'études techniques et de développement. C'est ce qu'on appelle le BNET. Rattaché directement au Premier ministre et au président Henri Konan Bédié. À partir de 1998, Tidjane Thiam est à la fois président du BNET et ministre du Plan et du Développement. Après le coup d'État de 1999 en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam retourne dans le secteur privé en Occident, d'abord chez McKinsey à Paris de 2000 à 2002, avant d'intégrer l'équipe dirigeante d'Aviva et enfin de rejoindre Prudential. De septembre 2009 à juin 2015, il dirige le groupe d'assurance Prudential. Il a occupé le poste de directeur général du Crédit Suisse. Mais grâce à Tidjane Thiam, cette banque vit aujourd'hui une véritable descente aux enfers. Il est nommé administrateur auprès du groupe Kering en 2020 et fut pressenti pour devenir ministre de l'économie et des finances en France. Il est finalement intronisé président du PDCI en décembre 2023. Et donc finalement, voilà la réalité de deux hommes. Quelqu'un qui s'est lui-même construit en Côte d'Ivoire avant de mettre ses talents à l'avantage du monde, comme M. Téné-Braima Ouattara, et un Tidjane Thiam qui a bénéficié des largesses de la famille Félix Houphouët-Boigny pour essayer d'exister. Et là, pourquoi on vous a parlé de ça? On vous a parlé de cela pour vous montrer que pour nous, déjà quand on regarde la caractéristique de la photocopie et la caractéristique de l'ingénieur en faillite bancaire, vous ferez vite de comprendre que tous ceux qui sont à l'école Ouattara sont à la bonne école. Parce que c'est des gens qui n'ont pas eu besoin de M. Ouattara lui-même pour se construire, ou qui n'ont pas dit comme je suis fils d'eux, donc c'est suffisant pour me construire. Et ça, c'est une caractéristique qui est très importante parce qu'elle va permettre aux uns aux autres de s'affirmer et de s'identifier pour pouvoir évoluer dans leur propre vie. Et c'est pourquoi, quand vous prenez M. Téné-Braima Ouattara, vous allez voir que n'ayant jamais eu l'appui de quiconque et n'ayant jamais eu l'opportunité de compter sur quiconque, il s'arrange toujours à se dire, quel que soit là où on me mettra, il faut que j'arrive à produire un résultat. Mais à contrario, le soi-disant diplômé, quelqu'un qui n'est pas capable de nous donner son diplôme de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, allait demander toutes ces compagnies que je viens de citer là. Allez là-bas et demander il y a laquelle de ces compagnies, que ce soit McKinsey & Company, que ce soit toutes ces Prudential, que ce soit le Crédit Suisse, que ce soit Aviva, allez demander là-bas là, qui a applaudi Tidjane Thiam lorsqu'il quittait là-bas. Allez demander qui l'a applaudi quand il quittait là-bas. Sinon là, s'il avait été applaudi là, sur votre propre page Wikipédia là, vous auriez mis ça. Mais si vous n'avez pas le courage de mettre là, c'est parce que vous savez que même le mensonge a des limites. Si vous faites, les gens vont vous dire enlevez ça. Ça, c'est la première grande caractéristique. Et donc, il faudrait que les Ivoiriens retiennent cela. La deuxième chose, en termes de comparaison, c'est qu'il est utile et même, je dirais même très important, qu'on puisse présenter les uns et les autres. Et les gens vont dire, mais pourquoi vous revenez sur ça? On revient sur ça parce que vous voulez dénaturer l'histoire de la Côte d'Ivoire pour présenter les mauvaises personnes comme les bonnes personnes et présenter les victimes d'hier comme les bourreaux.
Et je veux dire, aujourd'hui, M. Ouattara et tous ceux qui ont souffert de l'ivoirité, vous voulez les présenter comme si c'est eux les méchants, eux qui veulent aujourd'hui diviser la Côte d'Ivoire, alors que c'est vous qui avez sémé les graines de la division. Et vous voulez faire cela pour mettre les gens mal à l'aise, pour qu'on puisse faire passer le tiam pour quelqu'un qu'il n'est pas du tout. Mais ça ne se passera pas comme ça. Pour que ça se passe comme ça là, reconnaissez que c'est vous qui avez fait du mal, reconnaissez que faire le mal est une mauvaise chose et demandez pardon à toutes ces victimes-là. Et après, maintenant, on va s'asseoir pour dire, comme ils ont demandé pardon, ils reconnaissent leurs responsabilités, maintenant, on va essayer de voir dans l'affaire pour évoluer. L'affaire là, pour régler, c'est simple. Mais c'est votre arrogance et votre antipathie, votre manque et votre incapacité à reconnaître les douleurs que vous avez posées chez les autres là. C'est ça qui pose problème. Et tant que vous allez rester dans cette posture-là, nous aussi, on va appuyer là où ça fait mal. C'est une guerre qui ne cessera pas. De la même manière que vous voulez être coriace là, nous aussi, on va rester des durs à cuire. Et on va voir où ça va nous conduire. Donc, on va parler brièvement de leur généalogie. C'est très important. Disons que M. Tenebrema Ouattara est né vers 1955. Il est le frère cadet du président actuel Alassane Ouattara, élu président de la République en 2010. Il est surnommé photocopie en raison de sa forte ressemblance physique avec son frère aîné. Il a également un autre frère aîné, Gaussou Ouattara, cadre du PDCI puis fondateur du RDR, qui a été maire de Kong de 1995 à 2013. Et une sœur, Assiata Ouattara, devenue maire de Gbeleban, le village de leur mère, Adjana Bintou Sissé, situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Odiéné. Tous sont des descendants de l'empereur Sékou Oumar Ouattara, qui a bel et bien existé entre 1665 et 1745. L'empereur Sékou Oumar Ouattara a été le premier roi de la dynastie des Ouattara de l'empire de Kong, à cheval sur les actuels Mali, Ghana, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, et détruit par Samori Touré en 1897. Et donc si on vous parle, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On nous a présenté Ouattara comme un Burkinabé, alors que l'empire de Kong, là, ça s'étendait dans l'actuel Mali, dans l'actuel Ghana. Pour ceux qui se souviennent très bien, est-ce qu'un jour, Alassane Ouattara n'a pas dit que l'ancien président du Ghana, John Mahama Dramani, là, que c'est son cousin? Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça. Peut-être que certains s'en souviendront. Il l'a dit. Pourquoi vous ne l'avez pas accusé d'être malien? Pourquoi vous ne l'avez pas accusé en disant, toi-même là, on t'a pris au mot de ta bouche, tu as dit que John Mahama Dramani c'est ton cousin, donc tu es gagné, toi, Alassane Ouattara? Non. Mais vous vous êtes focalisé pour dire qu'il est, comment on appelle, burkinabé. Parce que c'est ce qui vous arrangeait ce jour-là. Mais aujourd'hui, à la lumière des faits, on vous dit, avec les noms, avec les dates de naissance, la date de mort, Sékou Oumar Ouattara, là, il est né en 1665 et il est mort en 1745. L'empire de Kong faisait partie des empires coloniaux. Et à un moment, quand on parlait de l'empire de Kong, ça se référait à la Côte d'Ivoire. Mais dans votre volonté de faire du mal à Alassane Ouattara et aux gens du nord de la Côte d'Ivoire, de 1993 jusqu'en décembre 1999, vous avez fait du mal à des millions d'Ivoiriens. Vous avez humilié des mères, vous avez humilié des pères, vous avez tué des Ivoiriens. Avec toi, Tidjane Thiam, toi, Henri Konan Bédié, et ça, vous dites que ça, ce n'est rien. Dans votre volonté de combattre quelqu'un qui a été le seul parmi les politiciens à dire « Je suis un descendant de l'empereur Sékou Oumar Ouattara, qui est né en 1665 et qui est mort en 1745. » Et voilà où s'étendait son empire. C'était un royaume, il y avait une partie du Mali, une partie du Ghana actuel, une partie du Burkina Faso et une partie de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est celui-là qui est le descendant des Ouattara là. Donc, Alassane Ouattara avec son petit frère et autres. Mais parlons de Tidjane Thiam.
Celui aujourd'hui qu'on veut présenter comme plus baoulé que les baoulés eux-mêmes. Tidiane Thiam est né le 29 juillet 1962. Il est effectivement né à Abidjan, et Abidjan c'est en Côte d'Ivoire. Et sur sa page Wikipédia, jusqu'à l'instant où je vous parle, il se présente lui-même comme un ancien homme politique ivoiro-français. Il dit il est ancien. En tout cas, je vais vous mettre le lien parce qu'il y a beau mentir qui vient de loin. Donc vous attendez. Je vais mettre le lien avant de continuer à parler parce que nous sommes sur le terrain intellectuel. Parler est facile, mais donner les preuves est une autre chose. Donc attendez que je mette le lien. Voilà. Je viens de mettre le lien. Voilà, je viens de mettre le lien. Vous allez voir là-bas. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, il se présente comme un ancien homme politique ivoiro-français. Je me demande, il est devenu ancien homme politique ivoirien ou bien ancien homme politique français ou bien ancien homme politique ivoiro-français, les deux. Voyez-vous que l'individu a lui-même du mal à se détacher pour nous donner sa vraie personnalité. Il souffre d'une crise profonde de personnalité. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Tôt ou tard, il va falloir qu'il se décide de ce qu'il est. Quand ça l'arrange, il est ivoirien comme aujourd'hui. Mais quand les heures deviennent chaudes, il n'a pas honte d'être français et même de moucher sur les Ivoiriens. Mais de la manière dont on a parlé du père et de la mère de Tidiane Thiam, et pardon, d'Alassane Ouattara et de photocopie, souffrez aussi quand on vous parle aussi des parents de Thiam. Là, quand c'est comme ça, là, de la manière dont on a parlé du papa, de la maman, du village d'Alassane Ouattara, de TBO et autres, là, attendez aussi, on va vous parler de Thiam aussi comme ça. Si pour Alassane Ouattara ne nous a pas gênés, et puis on a dit tout le monde a entendu, vous êtes content là. On va aussi vous dire pour Thiam aussi. Thiam là, son papa s'appelle Amadou Thiam. Son papa là, il était journaliste sénégalais. Il a eu son diplôme là, de journalisme là, à l'école de journalisme de Strasbourg, en Europe. Le père de Tidiane Thiam là, c'est un Wolof, issu d'une grande famille Wolof, qui a émigré en Côte d'Ivoire en 1947. Il n'y a rien dans la vérité, on va cacher. Pire Sénégalais Wolof, il a quitté Sénégal en pleine journée en 1947. Il est venu en Côte d'Ivoire pour s'asseoir. Or, on ne nous dit pas que les ancêtres de Ouattara sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire. Celui que vous avez voulu transformer en Burkinabé en plein jour. Alors que son royaume là, ça couvrait une partie du Ghana, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina là. Lui au moins là, il a le mérite de n'être pas quitté quelque part. Il est resté là. Et avec les conquêtes et l'occupation occidentale là, qui ont délimité là, c'est ça le restant là qui est Congo aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Maintenant, tout ce que je vous dis là, c'est sur sa propre page, hein. C'est sur leur propre Wikipédia. Malgré qu'ils ont mis des efforts énormes pour essayer de transformer, pour cacher les informations là. Si vous partez, ce sont ces informations là que vous allez voir là-bas. Donc le papa de Thiam là, il s'appelle Amadou Thiam, pur Sénégalais, issu d'une grande famille Wolof. Il a émigré en Côte d'Ivoire en 1947. Son oncle Habib Thiam a été premier ministre du Sénégal pendant plus de 10 ans, ainsi que président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Ça, tout ça, c'est sur sa propre page, hein, je n'invente rien. En 1959, Amadou Thiam est nommé directeur de la radio Côte d'Ivoire. Ça, c'est le père de Tidiane Thiam et est 2 fois ministre de l'Information sous le régime de Félix Houphouët-Boigny, exactement en 1963 et dans les années 1980. Tidiane Thiam est le benjamin de 7 enfants, 4 frères et 2 sœurs. Ça, c'était côté paternel. Je vous ai montré côté paternel de Ouattara. Je vous ai montré côté maternel de Ouattara. Je viens de vous montrer côté paternel de Tidiane Thiam. Et je vous ai dit, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, je vais maintenant vous présenter côté maternel de Tidiane Thiam pour que vous-même là, vous puissiez faire votre propre idée. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Gremba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4.
Il dit, mes sœurs n'ont pas d'enfants. Mais dans leur volonté, ils vont dire que le monsieur est forcément la nièce de Félix, que c'est la nièce de Félix Houphouët-Boigny. Volonté de mensonge en plein jour. Mais celui-même qui est Houphouët là dit que ses sœurs n'ont pas d'enfants. Mais vous voulez forcer la situation en mentant au grand jour devant tout le monde. C'est ce mensonge-là qu'on ne va pas accepter. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfant. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir un enfant. Grâce à Thiam qui est ici. Il parle d'Amadou Thiam, le père de Thiam là. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs. Mais de quelle coutume? Simplement la coutume baoulé. Ou bien la coutume Akan, si on veut être un peu général. Mais pas dans la logique globale de la Côte d'Ivoire, qui est un pays cosmopolite, avec plusieurs ethnies. Si chacun devrait prendre sa culture pour mettre cela en avant, pour dire comme c'est comme ça, c'est ce qui fait que quelqu'un devient chef de parti en Côte d'Ivoire. Voilà l'erreur la plus honteuse que les Baoulés viennent de commettre. Parce que c'est une erreur qui va les suivre et qui va les diminuer pour le restant de l'histoire de l'humanité. Ça veut dire demain là, un Libanais va venir là. Vous devrez, vous les Baoulés, accepter aussi que la même chose que vous avez pour Tidjane Thiam là, vous devez accepter la même chose aussi. Et ça pose un problème grave. Quand vous partez de votre concept particulier, quand vous partez de votre tradition particulière et spécifique, pour vouloir conceptualiser cela dans l'aspect politique d'un pays, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Ça veut dire que votre volonté tribaliste, votre volonté ethno-nationaliste, vous la mettez au-dessus des lois de la nation. Et alors que c'est ce que vous aviez combattu. Sur la base du mensonge, vous avez combattu le docteur Ouattara pour vouloir le présenter comme un étranger. Et donc, ce que vous aviez injustement voulu coller à quelqu'un, aujourd'hui, vous transformez cela en règle pour que le monde entier accepte cela. Il faut être vous pour accepter cela, mais le reste des Ivoiriens ne l'acceptera pas. Et c'est au nom de même cette même logique-là que vous allez prendre Thiam pour dire qu'il est meilleur candidat parce que pour vous, il est d'abord baoulé avant d'être quoi que ce soit. Et l'histoire retiendra que le PDCI est resté ferme et déterminé dans sa volonté de vouloir diriger le pays comme un clan baoulé et de mettre cela au-dessus de la volonté de la nation ivoirienne. C'est ce qui n'inspire pas les Ivoiriens à vous suivre. Et ça, il faudrait que vous le sachiez. Mais encore dans les comparatifs, il y a un troisième niveau de comparaison que nous allons faire. Les acquis vérifiables à l'avantage des Ivoiriens. Un homme là, même au sein de ta famille, quand toi tu n'apportes rien de bon là, on s'en fout de toi. Mais un homme, quand tu apportes quelque chose, même quand c'est bien, même quand les gens ne t'aiment pas ou même sont jaloux de toi là, mais ils reconnaissent que c'est le bien que tu leur as fait là. Comme eux sont incapables de faire le bien là, c'est pour ça qu'ils ont transformé cela en jalousie contre toi. Mais c'est ce que nous allons vérifier maintenant. Entre photocopie et l'ingénieur en faillite des banques, qu'est-ce que chacun d'eux a pu apporter aux Ivoiriens? Puisque nous sommes encore vivants, on va convoquer ici la mémoire de chacun pour se souvenir. Et là, on ne peut pas forcer quelqu'un à se souvenir. Les faits, là, quand on les expose, là, si c'est vrai, là, ta mémoire va te l'imposer. Mais si c'est faux, là, ça va créer un trou de mémoire. Et donc, la meilleure manière de montrer ce que chacun d'eux a fait. Et là, j'aimerais être très spécifique. En fait, Thiam a pensé, ça fait partie des combats psychologiques que lorsque tu veux atteindre un objectif, il faut viser haut. Tu avais voulu attaquer le président Ouattara. Pourquoi on te donne une valeur pour dire « Ah, il a pu s'attaquer au grand Ouattara. C'est pourquoi aujourd'hui il a de l'importance. » Non. Cela ne peut pas te rendre important. Mais nous, on te demande là, il faut te confronter avec toi-même d'abord pour voir quelles sont tes forces et tes faiblesses. Quand tu vas finir de te découvrir là, nous, on te compare avec la photocopie du docteur président Ouattara. Et même devant la photocopie du président Ouattara, tu ne tiens pas pour l'instant.
C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es comme je vais parler, comme un téléphone Shintok devant iPhone 15. Tu ne tiens pas du tout. Et donc là, au lieu de dire je vais aller combattre Ouattara, me présenter comme Ouattara là, non seulement tu ne tiens pas devant la photocopie du docteur Ouattara, mais devant toi-même ta propre histoire là, tu ne tiens pas. Et donc comment quelqu'un qui brasse du vent peut-il s'estimer être en capacité de chercher de la gloire en allant s'attaquer à quelqu'un qui est un épitome du succès et de la grandeur dans tous les sens? Je parle du docteur Ouattara. Et donc, pour parler des faits vérifiables à l'avantage des Ivoiriens, ça veut dire, c'est que lui, Thiam, l'a fait, et puis les Ivoiriens se souviennent là. Il faut retenir qu'en décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny meurt. Et Henri Konan Bédié prend le pouvoir. Et Henri Konan Bédié dit aux Ivoiriens, mettez-vous à ma disposition. On devient des choses qui lui appartiennent. Et lui et son clan vont nous utiliser comme des objets meubles. Tout le reste de la Côte d'Ivoire devient donc l'esclave du clan Bédié. Et Thiam va participer à cet esclavage honteux avec un silence des plus cruels et des plus inhumains. Parce que lui, le fils d'Amadou Thiam, venu en 1947, tant que lui et ses parents étaient au chaud, lui, il s'en fout des Sénégalais qui sont morts. Il s'en fout des Maliens, des Burkinabés qui ont été martyrisés par Bédié. Parce que lui, ses intérêts étaient préservés. En avril 1994, à la demande d'Henri Konan Bédié, Tidjam Thiam accepte, à l'âge de 31 ans, le poste de directeur général de la direction et le contrôle des grands travaux. La DCGT devenue Bureau national des études techniques de développement, le BNET, en 1996. Le BNET que vous voyez là, ce qu'on appelle le Bureau national des études techniques et de développement là. Avant 1996, on appelait ça la direction et le contrôle des grands travaux. La DCGT. C'est à partir de 1996 que le nom a changé pour devenir BNET. Et donc, en 1994, là, il était à ce poste-là. Mais de 1994 jusqu'en 2019, on n'a pas vu un nouveau projet. Lui, le grand directeur général de la direction des contrôles et le contrôle des grands travaux, on n'a rien vu. Et chers Ivoiriens, moi, je peux être en train de vous mentir. Allez, Thiam a été nommé exactement en avril 1994, le directeur du BNET. Jusqu'en 99, en décembre 99. Si dans ta région, il y a eu un travail qui a été fait, et que par malhonnêteté, moi, éclaireur, pauvreté, je vais cacher aux gens là, il faut sortir, tu vas venir dire, tu mens. Voilà ce qui a été fait dans ma région. Il n'y a aucune région de la Côte d'Ivoire qui a bénéficié même d'un grain de sable. Sinon, même si moi, par extraordinaire, je faisais de la mauvaise foi, ou même je voulais mentir aux gens, mais ce qui a été fait là, il y a des gens qui seront des partisans de Thiam qui vont dire tu mens, voilà ce qui a été fait. Mais il n'y a aucun parmi eux, je les mets au défi, qui peuvent te dire voilà ce qui a été fait. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. S'il n'avait jamais été au contrôle, s'il n'avait jamais eu un pouvoir de décision dans le pays, on pouvait lui faire l'excuse de dire bon, vous savez, il n'a jamais été véritablement aux affaires. Mais tu as été à un poste stratégique. Tu as brillé par ta médiocrité légendaire. Ça, on présente ça aux Ivoiriens, ça te fait honte, tu ne veux pas assumer et tu veux prendre ton arrogance pour essayer de te donner une importance. Mais nous, on va te désavouer en public. Et ce n'est pas tout. Il avait l'âge de 31 ans. Ne venez pas me dire que c'était un petit garçon. Il avait 31 ans. Ça, c'était en 1994. Il avait 31 ans. Quand il a été nommé directeur général du BNET, résultat, 0. Il n'y a aucune région qui se souvient qu'il y a un directeur qui a passé qui s'appelait Thiam. Et on ne se souvient même pas ni de son nom, ni de ce qu'il a fait. Comment tous les Ivoiriens peuvent être amnésiques? Non, c'est parce que l'homme n'a rien fait et c'est parce qu'il ne vaut rien. Mais à partir d'août 1998, en plus de ses fonctions au BNET, Tidjam Thiam va intégrer le gouvernement d'Henri Konan Bédié
en tant que ministre du Plan et du Développement. Là encore, son rôle même s'est augmenté encore. Et ce que je vous donne là, c'est sur sa propre page. Mais comme ils sont dans une volonté, ils ne nous font pas comprendre que la qualité d'un homme là, c'est le résultat de ton travail. Et donc, ils mettent des informations qui sont des informations qui eux-mêmes les condamnent lourdement. Parce que tu vas dire tout ça, là, on va te demander, tu as fait ça où? Tu ne peux pas dire où tu as fait parce que ça n'existe pas. Bon, quand tu as fait là, ça a apporté quel avantage? Puisque ça n'a jamais existé, ça n'a pas apporté d'avantage. Et quand il est devenu, en plus de directeur général du BNET, il est devenu ministre du Plan et du Développement en août 1998. Selon eux-mêmes, il a mis en œuvre plusieurs projets. La centrale électrique d'Azito, la rénovation de l'aéroport d'Abidjan, la construction du pont à péage Rivera Marcory. Le financement est finalisé quelques jours avant le coup d'État de 99. Quand j'ai dit ça ici, les gens disent, il n'y a pas eu de financement. Lui-même sur sa page, il reconnaît que les financements ont été finalisés quelques jours avant le coup d'État de 99. Comme une manière de se dérober pour dire, comme il y a eu le coup d'État, c'est pourquoi on n'a pas pu faire. Mais tiens, soyons un peu sérieux. De 94 à 99, ça fait 6 ans. On te demande, qu'est-ce que tu as pu faire avant le coup d'État? C'est de cela qu'il est question. Parce que le pouvoir, là, on ne le perd pas seulement par coup d'État. On peut perdre aussi le pouvoir par des élections. Et quand tu perds le pouvoir, quelles que soient les manières, là, c'est parce que ta recette, là, ne tenait pas. C'est parce que tu as été inefficient. C'est parce que tu ne répondais pas aux besoins de la population. Voilà comment un pouvoir tombe. Que ce soit par des élections ou même par un coup d'État. Et donc, ils disent ceci, la centrale électrique d'Azito, la rénovation, comme pour nous dire que tout ce que Ouattara est en train de faire là, c'est eux qui ont cherché l'argent là, et puis ils ont déposé là, et puis brou, il y a eu coup d'État. Quand il y a eu coup d'État, eux n'étaient plus aux affaires, donc eux, on ne peut pas les accuser. Celui qu'il faut accuser, c'est le président Ouattara, qui est venu prendre leur projet, et puis qui travaille avec leur argent. Mais là encore où il se trompe, c'est que de 1999 jusqu'au 11 avril 2011, Ouattara n'était pas au pouvoir, Ouattara était opposant. Ouattara n'avait pas accès aux finances publiques de la Côte d'Ivoire. Donc, l'argent qu'ils disent qu'ils ont mobilisé, qui a été bouclé là, qui a bouffé jeton là? Qui a bouffé jeton là? Puisque les projets n'ont pas été réalisés. Thiam l'a fait, c'est très bien. Et je vous ai démontré que là encore c'est du mensonge. Je vous ai dit que Thiam est né le 29 juillet 1962. Prenez cette date-là et puis faites moins 9 février 1978. Quand la date, l'âge que vous allez trouver là, ça sera 15 ans, 5 mois. Les projets de la centrale électrique d'Azito, la rénovation de l'aéroport d'Abidjan, la construction du nouvel abattoir d'Abidjan. Je vous donne maintenant l'ensemble des projets. La construction des routes à péage de Rivera Marcory et bien d'autres. C'est des choses qui existaient déjà depuis, en tout cas à la lumière de ce journal que je viens de vous dire, Fraternité Matin, du 9 février 1978. C'était déjà des projets qui étaient là. Ces projets-là, c'est pas Ouattara qui a écrit, c'est pas Bédié qui a écrit, c'est pas Thiam qui a écrit, c'est Félix Houphouët-Boigny qui les a écrits. Pourquoi c'est Félix Houphouët-Boigny qui les a écrits? Parce que le journal qui est là, sauf si on vient me démontrer que ce journal du 9, Fraternité Matin du 9 février 1978, c'est un journal qui n'a jamais existé. Ce journal-là nous parle de la rénovation de l'aéroport d'Abidjan. En réalité, voilà ce qui s'est passé. Soit Thiam, il avait 15 ans. 5 mois, comme il était petit, et comme on dit, les enfants ne connaissent rien, mais lui, tellement il est fort, il a écrit le projet, et puis maintenant, il a caché ça dans sa chambre. Là, quand il va grandir, il va mettre ça en place. Comme aujourd'hui, il a grandi maintenant. Première possibilité. Et comme il avait mis ça dans sa chambre,
Bon, tu sais, la chambre de quelqu'un, c'est un endroit privé. Tout le monde ne peut pas avoir accès. Et même quand tu as accès là, peut-être qu'il a caché ça quelque part entre les murs. Donc, aucun Ivoirien n'a pu voir ça. Donc, on a quitté de 79. Pardon, 78. Jusqu'en 1993, Bédié va prendre le pouvoir. Et à partir de 94, Bédié va le nommer lui Thiam. Le projet qu'il avait écrit là, et puis il avait caché dans le mur de sa maison là, il ne va pas faire sortir. Il ne va pas faire sortir. Mais bizarrement, il a caché ça. Et puis il nous dit sur son Wikipédia que lui, il avait financé, que en tout cas, les financements avaient été finalisés. Mais c'est le coup d'État qui est venu faire qu'eux, ils n'ont pas pu faire le travail. Maintenant, qui a dirigé entre décembre 1999 et octobre 2000? Il s'appelle Guy Robert. Malheureusement, comme les morts n'ont pas droit à la parole, vous allez dire que c'est Guy Robert qui a bouffé l'argent. Maintenant, là, je m'adresse maintenant aux militants du PPACI. Là, maintenant, c'est un bagage maintenant qui est sur votre dos. La meilleure personne qui a dirigé du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011 s'appelle Laurent Gbagbo et son FPI. Donc, on dit, les projets là, vous avez bouffé jeton là. Donc là, je ne suis pas militant PPACI pour répondre à votre place. Thiam dit, venez vous justifier. Mais toujours est-il que, après le 11 avril 2011, Ouattara prend le pouvoir. Le projet de Thiam qui était caché dans sa maison, que personne ne voyait là, bizarrement Ouattara voit ça. Et Ouattara se met au travail. L'argent n'est pas là, mais Ouattara s'est mis au travail et il a tout réalisé. Et en 2023, Thiam sort pour nous dire, c'est moi j'ai écrit ce projet. Mais qui nous explique, quand tu as écrit là, tu as écrit ça en quelle année? Si tu dis tu as écrit ça en 70 là, on va te demander, il faut nous donner l'âge à laquelle tu as écrit. Tu avais quel âge quand tu as écrit ce projet là? Maintenant, un projet que tu as écrit là, tu as caché et tu as été incapable de mettre ça en œuvre quand tu as fait 6 ans en tant que ministre du Plan et du Développement et directeur général du BNET. Ça s'appelle simplement de l'incapacité notoire. Entre 1994 et 1999, Tidjane Thiam participe au programme de privatisation réclamé par le FMI et la privatisation du réseau téléphonique, des services, de la production d'électricité, des aéroports, des réseaux ferroviaires et de nombreuses sociétés du secteur agricole. Ça veut dire quoi? On dit Ouattara est venu la privatiser. On dit, quand Thiam est venu, dès qu'il est venu là, il a vendu toutes les compagnies du pays. Ce que Ouattara n'avait pas vendu là, lui, Thiam a vendu ça aux groupes privés occidentaux. Et c'est sur sa page, hein, je ne suis pas encore allé prendre les vraies informations qu'on a. J'ai dit que les informations que je vous donne là, je suis allé prendre le Wikipédia de Ténébrema Ouattara et le Wikipédia de Tidjane Thiam. Malgré tous les mensonges qu'ils ont arrangés là, je suis venu, je vais démonter ça pour mettre ça devant les gens. Sur son propre Wikipédia, il reconnaît que lui, Tidjane Thiam, a activement participé au programme de privatisation réclamé par le FMI. En tant qu'un bon incapable, c'est le FMI qui lui a dit privatiser. Donc le réseau téléphonique là, c'est eux qui ont vendu ça à Orange France. Les compagnies de services, ils ont vendu ça aux groupes privés occidentaux. La CIE là, c'est eux qui ont vendu ça aux Français. L'aéroport là, eux qui ont vendu ça encore aux Français. Le chemin de fer ivoirien là, c'est lui, Tidjane Thiam, qui a vendu ça encore. Et de nombreuses sociétés du secteur privé agricole. Pardon, de nombreuses sociétés du secteur agricole. Ouais. Il faut être vraiment un ancien ivoiro-français pour faire ça. Les Thiamistes là, je vous ai dit, on va être votre virus. On ne va pas vous pardonner. Regardez comment je suis en train de vous pédaler avec tout le grand mensonge que vous avez arrangé. Je m'appelle éclaireur pro-vérité. Je vais être votre gnagna. Et donc, soyez à l'aise pour dire à Tidjane Thiam que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un incapable comme lui, qui a vendu activement. Au moins, on peut accuser Ouattara de tout. Mais Ouattara n'a pas vendu autant de sociétés à la France. Toi, tu as vendu
notre société de téléphonie à la France. Parce que tu aimes la France plus que la Côte d'Ivoire. Parce que tu te sens français. Tu as vendu nos compagnies de services. Tu as vendu notre compagnie de production de l'électricité à la France. Tu as vendu notre aéroport à la France. Tu as vendu notre réseau ferroviaire à la France. Et tu as vendu de nombreuses sociétés du secteur agricole à la France. C'est ton Wikipédia qui le dit. J'ai mis le lien. Si je mens là, venez dire que c'est faux. On dit, ce que quelqu'un dit là, de lui-même, c'est ça qui est sa propre vérité. Par contre, Ouattara là, en 2023 là, lui, on vient de payer des banques pour arracher ça aux Français. On vient de payer le pont Henri Konan Bédié pour arracher ça aux Français. Aujourd'hui là, la France est à la pelle. Ça veut dire la France est à la traîne dans nos partenaires commerciaux internationaux, à l'international. Ça veut dire dans le monde là. De la manière, toi tu voulais vendre toute la Côte d'Ivoire à la France, même ta chambre là. Aujourd'hui là, quand on lance des appels d'offres là, si la France n'est pas troisième, elle est quatrième. Donc là, nous on sait où on veut aller. Et ça là, comme c'est toi-même qui as dit aux Ivoiriens, tu t'es bien présenté à eux, et c'est une manière de te dire que c'est ça ta spécialité. C'est pourquoi tu fais tomber les banques. C'est pourquoi tu fais tomber partout où tu es passé. Et quand on veut te dire la vérité, non, je suis le petit-fils d'Oufo, donc laissez-moi. Ça s'appelle simplement l'enfant gâté. Mais revenons. Après avoir présenté brièvement ce que toi-même tu as dit de toi-même, pour que les Ivoiriens sachent ce que tu leur as apporté, et avec les vérités qu'on a mis devant tout le monde, tenez Brahima Ouattara là, la photocopie du docteur Ouattara. En 1994, il a participé à la fondation du RDR, le Rassemblement des Républicains. Et il va devenir le trésorier. Quand il est devenu trésorier du RDR, là, à nous, là, les militants du RDR, là, nous, on aime jeton. Notre affaire d'argent, ce n'est pas amusement. Mais tu as entendu quelqu'un dire qu'il y a eu 5 francs qui a été perdu dans le Rassemblement des Républicains? De la manière, toi, tu entends, tu fais tomber les banques, là. Demain, à votre PDCI, là, on va dire qu'il y a manque d'argent. Tenez Brahima Ouattara, là. Lui, il a dirigé le RDR en tant que trésorier du RDR. Mais il n'y a pas un militant qui peut venir dire il y a 5 francs qui a manqué. Il est député de Congo à partir de 2011. Maire de la commune de 2013 à 2018. Et préside le conseil régional, donc président du conseil régional du Tchologo depuis 2018. Et ceux qui ne connaissent pas, ne connaissent pas. Allez au nord, allez regarder la région du Tchologo. Les populations te disent que ce que ce monsieur-là, Téné Brahima Ouattara a fait là, que c'est Dieu seul qui va le remercier. S'il y a quelqu'un qui est dans la région du Tchologo, Téné Brahima Ouattara là, tu peux l'aimer comme le détester là. Mais au moins là, les travaux qu'ils ont fait là, est-ce que ça existe ou même ça n'existe pas? C'est de ça qu'on est en train de parler. Il y a des gens là, même si tu les mets au paradis là, eux-mêmes vont en enfer. Mais cela ne veut pas dire que le paradis n'existe pas. C'est un choix que de ne pas vouloir y résider. Est-ce que tous ceux qui sont des fils et des filles, tous ceux qui sont des Ivoiriens et des étrangers vivant en Côte d'Ivoire, entre 2013 et 2018, jusqu'à aujourd'hui 2023, est-ce que votre région là, depuis que vous avez eu Téné Brahima Ouattara comme président du conseil régional, est-ce que vous avez vu des changements ou pas? Ce n'est pas à moi de répondre à la question. Mais tout le monde sait, aujourd'hui la réponse c'est oui. Nommé ministre des Affaires présidentielles en mars 2012, Téné Brahima Ouattara est chargé de la trésorerie de la présidence de la République. Et comme nous disait Tino Achebe dans Le Monde se fonde, pour comprendre l'ampleur des grandes choses, on peut toujours, l'homme prudent, s'en tenir aux plus petits éléments. Quelqu'un qui a pu bien gérer 5 francs là, il peut bien gérer 1000 francs. Et ce que moi j'ai dit là, ce sont des faits que tout le monde peut vérifier. Je vous ai donné mes sources. Allez sur le Wikipédia des deux. Je peux être là par malhonnêteté en train de transformer les faits. Mais ça est en face de tout le monde, des deux. Je ne fais qu'expliquer aux gens. Quand il a pris
la présidence, la trésorerie de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, à partir de 2012, là, sans crier, sans parler, il a fait baisser le coût du fonctionnement du bureau du président de la République, son propre grand frère là. Il a coupé 500 millions. Il dit non, 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 c'est fini. Ça là, voilà comment on va gérer. Tranquille. Mais toi, Tidjane Thiam, au moment où il y avait les plus de milliards, au moment où tu aidais Bédié à faire les projets pharaoniques de Koukourandoumi, vous n'avez pas pensé aux Ivoiriens. Vous avez demandé aux Ivoiriens d'aller planter des maniocs et des tomates et des gombo devant leur porte. Vous vous foutiez de la gueule des Ivoiriens. Quelqu'un comme Téné-Braima Ouattara, simple trésorier de la présidence de la République, au lieu de voler notre argent là, lui coupe, il dit, moi-même mon grand frère président là, son train de vie est grand. Attends, on va couper. Il est aussi chargé des services rattachés à la présidence, comme le cabinet de la première dame, Dominique Ouattara. Retenez ça très bien, parce que ça va faire une grande différence quand on va arriver au carnet d'adresse. Donc retenez ça très bien. Il est aussi chargé des services rattachés à la présidence, comme le cabinet de la première dame, Dominique Ouattara, et surtout du domaine réservé du chef de l'État, les services de renseignement et les questions sécuritaires. Il siège au Conseil national de sécurité. En février 2019, il prend la tête de l'unité de lutte contre le grand banditisme en tant que commandant en chef. Le 8 mars 2021, le président Ouattara le nomme à titre intérimaire pour remplacer Ahmed Bakayoko. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Il a été brièvement Premier ministre, mais beaucoup ne savent pas ça. Ok. Le 8 mars 2021, le président Alassane Ouattara le nomme à titre intérimaire pour remplacer Ahmed Bakayoko, atteint d'un cancer en phase terminale, comme ministre de la Défense. Il cumule cette fonction avec celle du ministre des Affaires présidentielles. Il est reconduit dans ses fonctions de ministre de la Défense dans le gouvernement Patrick Hachi, formé le 6 avril 2021. Il est encore reconduit à la même fonction en avril 2022 après un remaniement. Téné-Braima Ouattara est réélu président du conseil régional du Tchologo lors des élections régionales qui se tient en septembre 2023. Pourquoi les gens ont voté M. Téné-Braima Ouattara? Il n'y a même pas eu bruit pour voter simple maire de Ferké. Il y a eu 2 fois élection. Mais on dit président du conseil là, on dit il n'y a pas match. Maintenant, depuis qu'il est là, on a cité le problème des Panama Papers. Hein? On a entendu des noms comme Patrick Hachi. Mais vous là, faites sortir les détournements que Téné-Braima Ouattara a fait. Aujourd'hui, on est en politique, on ne peut rien cacher. Faites sortir les détournements. Et puis, je vais te dire la vérité. Tidjane Thiam, actuellement, on est en train de faire un travail à l'international. Partout, tu as caché des fonds. Dans les paradis fiscaux, là, on est en train de travailler dessus. On va faire tomber ça comme ça, boum, devant le monde entier. Vous, les Thiamis, là, vous qui avez reçu des millions, là, apprêtez-vous. On est en train de faire un travail. Partout, il a caché l'argent. Parce que quand tu as fait tomber banque, là, c'est que tu as volé l'argent des gens. Ou tu as caché, là. On va faire sortir tout ça, on va mettre ça devant le monde entier. Et puis, on va voir vos visages. Donc, apprêtez-vous aussi à faire sortir les détournements d'argent du président Ouattara, à faire sortir les détournements d'argent de Téné-Braima Ouattara. Comme ça, là, on va se confronter face to face. C'est de cela qu'il est question. On vous avait dit, regardez, ça là, ce n'est rien. C'est maintenant on est rentré en politique. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai mal parlé à quelqu'un? Mais je suis en train de montrer les vraies vérités aux Ivoiriens. Tu veux ou tu acceptes. Tu veux, tu n'acceptes pas. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais il n'y a pas un garçon parmi vous qui peut s'arrêter sur ses pieds aujourd'hui, 27 décembre 2023, pour dire que ce que celui-là a dit, là, il ment. Parce que c'est sur vos propres pages, sur la page Wikipédia de Téné-Braima Ouattara et de Tidjane Thiam, ce sont les mêmes renseignements que j'ai pris là-bas, j'ai mis les liens et tout le monde vérifie au même moment que moi. Et si je mens la maintiens directement, tu mens là, tu es en train de transformer les faits. Donc je ne parle pas sous l'effet de la passion. Je parle pour éclairer les esprits des Ivoiriens. Et je mets quiconque au défi de venir dire que ce que j'ai dit est faux. Et de mettre les preuves à l'appui.
Mais comme je vous ai dit, on est dans un combat politique. Très bientôt, on va vous faire sortir la liste des paradis fiscaux où le nom de Tidjane Thiam sort dedans. Là, comme ça, là, tout le monde sera à l'aise dans le pays, là. Il est honnête, non? Il est bien, non? C'est un mouton blanc, non? Mais on va vous montrer que c'est un loup déguisé en agneau. On a déjà parlé de ce que chacun peut faire. Mais parlons un peu maintenant pour dire aussi que la grande différence qui existe entre Tidjane Thiam et le ministre TBO, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité que toi et puis moi, on ne peut pas nier. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les Maliens, Burkinabés, tout ça là, et même là, ils disent qu'il faut qu'eux, ils aient accès à l'océan Atlantique. Il faut qu'ils attaquent la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la menace terroriste. Et pour ça, ils sont prêts à devenir amis avec les djihadistes pour se transformer en proto-État djihadiste pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et ils ont eu le soutien, la bénédiction de Soro Guillaume pour cela. Tout le monde est au courant de ça aujourd'hui. Et donc leur stratégie, c'est toujours de passer par la prise du pouvoir par la violence, ce que vous appelez les coups d'État. Et c'est devenu une mode. Et c'est la Russie qui les aide dans ça. Tout le monde sait de quoi je suis en train de parler. Mais face à toutes ces réalités-là, allez demander à Soro Guillaume là, qui les ferait plus que... Qui les ferait... Hey, je vais vous dire la vraie vérité. Hein. Tenez vraiment Ouattara là. Soro a peur de lui plus que Ouattara. Soro là, s'il y a quelqu'un qui lui fait peur là, la personne s'appelle Téné Brahma Ouattara. Soro, si tu dis c'est faux là, est-ce que l'année dernière tu n'as pas envoyé des gens pour aller demander pardon à Téné Brahma Ouattara? Hey, on n'a qu'à dire les vraies vérités. On n'a qu'à dire les vraies vérités. On va passer ici. Le ministre, lui et moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Ce n'est pas un ovni. Moi aussi là, je ne suis pas un fantomas. Donc là, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas en public. Parce qu'un homme qui est vrai et un homme qui est sérieux là, quand tu as la chance de rencontrer les grands, il y a des choses qu'on ne rencontre pas en public. Mais le ministre Brahma Ouattara, c'est un vrai homme. Ça, quand tu as l'occasion de t'asseoir avec lui et puis tu le regardes dans les yeux là, tu sais que c'est un vrai garçon. Garçon gros grain, grand caractère. Et donc si tu n'es pas un garçon comme lui là, pays là, ils allaient prendre ça pour s'amuser. Chaque matin, les Blé Gouda allaient venir faire un entraînement de coup d'état. Les Laurent Gbagbo allaient faire ça. Même à un moment, je vais dire la vérité, les Simone et Gbagbo avaient pris 100 milliards. Bon, je ne vais pas donner la source. Ils ont fait passer ça par un pays. Mais les services de renseignement du pays là nous ont donné l'information avec les gens qu'ils ont recrutés. Moi, j'ai balancé ça. On a cassé la gueule de ces gars-là. Mais il faut un vrai garçon. On est entouré par nos ennemis, mais il n'y a pas un qui peut prendre care. C'est de ça qu'il est question. Malio, Burkina, Nyenyenyen, Soro Guillaume, Babo, tout. Tout ce qu'ils font là, la seule personne qui met ça en échec s'appelle Téné Brahma Ouattara. Mais pourquoi un homme qui produit un tel résultat, qui protège nos vies, il y a des idiots qui sont là, non, il faut s'amuser avec nos vies, on va changer, si c'est pas bon là, bon, on va faire ça. Vous pensez que si un Thiam est au pouvoir là, mais Soro Guillaume, mais il va lui faire ça sans vaseline. Mais derrière ce décor là, c'est des millions d'Ivoiriens qui vont mourir. Mais tenez Brahma Ouattara, depuis 2011, parce que ce sont des vérités que je vous dis, hein. Il y a ce qui est officiel, mais en réalité depuis 2011, il est au service des renseignements. Depuis 2011. Ce que les gens ne veulent pas vous dire là, moi je dis. 2011 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça va faire bientôt 14 ans, si je ne m'abuse. Quelqu'un qui a 14 ans d'expérience avec les services de renseignement, ce n'est pas un plaisantin. Parce que ce que beaucoup oublient, même si tu es le plus nul des services de renseignement ou bien même du chef des services de renseignement là, à partir des renseignements de ton pays là, tu as une source ouverte. Et donc aujourd'hui là, on dit,
Si tu as duré dans vente de cola, là, même si tu ne connais pas kilo, là, tu vas connaître sac rempli. Même si aujourd'hui, Téné Braman Ouattara, là, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, là. Mais au moins aujourd'hui, là, il connaît son travail. Pourquoi il connaît son travail? Depuis qu'il est venu, là, les militaires sont contents, nous-mêmes les civils, on est contents. Il n'y a plus froufrou. Les djihadistes ne peuvent pas rentrer. Les plaisantins, ils crient sur la toile. Mais on leur dit, venez faire coup d'état, mais ils ne viennent pas. C'est parce qu'il y a un homme en face. Il y a un lion qui est là en face. Ça prouve qu'il a une bonne maîtrise. Une maîtrise incontestable et incontestée de l'appareil sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Depuis 2022, il est ministre. Et ne me dites pas qui est le chef des renseignements. S'il vous plaît, les EPV sont un peu plus intelligents que ça. Et regardez la quiétude et l'amour qu'il fait régner aujourd'hui. Même hier, je vous ai dit ici, les gens qui ont été décorés, vous pensez que c'est des décorations, des plaisanteries? Et s'il y a une chose qui me plaît chez Photocopie, c'est sa rigueur. Ce n'est pas un plaisantin. Et ça, moi, j'aime ça. Quand tu dois faire quelque chose, un vrai garçon, tu fais. Et puis après, là, les gens peuvent parler, dire ce qu'ils veulent là. Mais moi, j'ai déjà fait ce que je voulais. Hey, on lui a confié une mission, protéger les Ivoiriens. Même si tu te vas prendre les Bangladais, tu te vas prendre les Chinois, tu te vas prendre les Ouzbékistanais, tu te vas prendre, il y a quelle nationalité bizarre encore? Tu te vas prendre encore qui même là? Attendez, je vais réfléchir un peu. Il y a quelle nationalité bizarre encore? Tu te vas prendre les gens de Saragota, tu te vas prendre les gens de quel pays encore là même là? Il y a quel pays bizarre encore? Faut aller prendre, tu viens protéger le pays là. Tant que tu atteins tes objectifs là, on s'en fout du reste. Si tu veux là, il faut les décorer. Ça, c'est pas notre problème. Il n'y a rien qui vaut notre vie. Et ça, quelqu'un qui réussit cette mission-là, nous, on préfère être vivant et puis voir de quoi demain est fait, plutôt que d'être là chaque matin en train de désorganiser nos vies avec des coups de canon. Est-ce que je ne me souviens pas que c'est un certain Thiam, par incapacité de leur pouvoir, ils ont fui comme des poules mouillées? Est-ce qu'à l'époque, qui était leur ministre de la Défense? Est-ce qu'il était capable? Et c'est de cela qu'il est question. On parle en politique d'efficacité et non de mauviettes. Ce n'est pas une injure. Hein? Un homme aussi qui veut ressembler à une femme, là, chez nous au pays, on appelle ça woubi. C'est pas injure. Hein? Il faut appeler les choses par leur nom. En fait, un garçon aussi, vraiment, il ne doit pas être efféminé, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà. Tu es un vrai garçon. Quand on dit la violence, là, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher la violence? Ça s'appelle TBO, ça s'appelle Alassane Ouattara. C'est quand ils ont maîtrisé la violence et les faiseurs de violence, là. C'est là maintenant que les Woubi viennent faire politique en Côte d'Ivoire. Sur l'enjeu sécuritaire, M. Tidiane Thiam n'a aucune connaissance. Il n'a aucune maîtrise de l'appareil sécuritaire. Il est fort possible qu'il ne connaisse même pas le nom du commissaire de police de la ville de Yamoussoukro. L'armée ne connaît pas du tout Tidiane Thiam. Et si d'aventure l'armée connaissait Tidiane Thiam, ce serait probablement à travers les réseaux sociaux. Et lui, Thiam, n'a aucune connaissance de notre armée, sauf que peut-être sur les réseaux sociaux. Et donc voilà un individu complètement déconnecté de la réalité, qui pense que qui se présente comme gestionnaire d'entreprise. Parce qu'un pays, c'est une entreprise. C'est maintenant que tu vas connaître les Ivoiriens. Sur le plan politique, il faut dire que le ministre Téné Braman Ouattara bénéficie du RHDP, qui est aujourd'hui une puissante machine politique qui couvre l'ensemble du territoire et est le seul parti à pouvoir présenter des candidats n'importe où en Côte d'Ivoire. Et il bénéficie aussi du bilan agréablement incontestable du président Alassane Ouattara. Parce qu'il faut dire les choses sans avoir honte. Thiam, par contre, bénéficie d'un PDCI qui est gravement en perte de vitesse à cause de la volonté tribaliste d'en faire un parti baoulé, limité à Yamoussoukro, en excluant de facto les Ivoiriens du Nord et les Ivoiriens de l'Ouest. Et ça, on a pu s'en rendre compte avec la parodie de congrès que j'appelle l'intronisation
de décembre 2023. Et donc voilà un parti politique qui est incapable même de présenter des candidats sur l'ensemble du territoire. Pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers, mais parce qu'ils ont une haine contre les gens du Nord. Parce qu'ils ont une haine contre les gens de l'Ouest qu'ils voient comme des chansonniers, des danseurs. Et donc, tout naturellement, tout bon observateur politique sait que c'est pas à quelques mois, à peine un an de 2025, c'est pas en une si courte période que Thiam pourra faire des miracles pour repositionner le PDCI sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est impossible. Et il faut se demander avec quel homme il pourra le faire. Quand il a frustré tous ceux qui avaient encore un contact avec le terrain pour s'imposer. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il a du boulot. Et comme ce n'est pas nous notre boulot, nous on souhaite que Dieu augmente son boulot. Mais on est là, on regarde. On n'avait pas encore fini les comparaisons. On sera maintenant au 4e point de comparaison. Et ça, c'est une comparaison plan humilité. Est-ce que vous n'avez pas entendu la Bible nous dire que l'humilité précède la gloire? Et la même Bible nous dit l'arrogance conduit directement aux abîmes. Et donc, en termes d'humilité, quelqu'un dans ses rapports, une fois qu'il t'approche avec arrogance, toi-même tu t'assois, tu te dis, ça là, tout ce qui brille n'est pas l'ordre. Et donc, quand tu prends le ministre Ténébrement Ouattara, est-ce qu'il a une fois manqué de respect à M. Bédié? Est-ce qu'il a une fois manqué de respect au président Ouattara? Est-ce que, sinon, il y a un petit froufrou qui s'est passé entre les deux une fois. Moi, je vais dire, hein, sur le problème malien, là, si on avait laissé là, TPE allait limer les Maliens, là. Et puis on enlève, j'ai dit, ça allait être un chap-chap. Mais chaque fois qu'il vient faire le président, tourne et puis il bloque. Donc, Thébo s'est mis à côté, les a regardés. Mais ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quelqu'un, il n'a jamais manqué de respect au président Ouattara. Parce que s'il essaie là, nous, on ne va pas lui pardonner. Et il n'a jamais manqué de respect au tapeur de Gardabou, Laurent Gbagbo. Laurent, L-O-R-A-N-T, Gbagbo. Comme de la manière des Maliens écrits là. Laurent, L-O-R-A-N. Et puis maintenant, Gbagbo. Il n'a jamais manqué de respect à Laurent Gbagbo. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui manque de respect là, lui-même, il ne manque pas de respect aux autres. Mais quand toi, tu es arrogant là, tu ouvres la porte pour que tout le monde te dise ce que toi-même, tu ne veux pas entendre. Parce que quand quelqu'un est un homme public là, comme de la manière, les 3 personnes que je viens de te citer là, Bédié, Ouattara et puis Gbagbo là, même si tu ne les aimes pas là, il ne faut pas être quelqu'un qui est à la tête du pays et puis leur manquer de respect. Allez demander aujourd'hui à Steve Biko pourquoi il est en prison. Les injures graves, les diffamations là, il sera seul à répondre. Puisque le FPI-PPAC a dit de respecter ses droits, ça veut dire qu'ils sont d'accord qu'ils sont en prison, mais de respecter ses droits en tant que prisonnier. On va lui donner benzin. Il va prendre la gale là-bas. Quand tu es en prison, ce sont les droits que tu as. Tu vas prendre gale, tu vas manger benzin, et puis même là, peut-être même que tu peux devenir la femme de quelqu'un là-bas. Ça, ce sont les droits que tu gagnes en prison. Mais nous, ça ne nous regarde pas. Le ministre Ténébrement Ouattara n'a jamais manqué de respect ou offensé un Ivoirien alors qu'il est au cœur de la gestion du pouvoir depuis 13 ans. C'est quand même impressionnant, cette capacité de maîtrise de soi. C'est pourquoi il est dit que l'humilité précède la gloire. Et comme je le disais, quand tu as la chance de voir certains seigneurs de la République, tu finis par le connaître. Mais ce monsieur est tellement humble là, Ténébrement Ouattara, que quand toi-même tu as l'occasion de le voir et puis tu parles avec lui là,
C'est lui qui se rabaisse à ton niveau. C'est lui qui se rabaisse à ton niveau pour te mettre à l'aise. Et ce que j'ai dit là, je ne dis pas ça parce que j'ai entendu les gens dire. J'étais avec lui il n'y a pas longtemps. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'était en quel mois même là? On est en quel mois même là? On est en décembre. On dirait que c'était en septembre. Oui, c'était en septembre. Donc ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose d'un film chinois. C'est ce que j'ai vécu que je suis en train de raconter. Mais je ne dis pas tout. Mais quand quelqu'un sort, vous connaissez ma bouche. Ce qui n'est pas vrai là, je vais venir dire c'est pas vrai. Ce qui est vrai aussi là, je vais dire. Mais quand c'est moi je sors pour venir dire ça là, c'est que c'est plus grave même que tout ce que je vous dis là. C'est quelqu'un qui se rabaisse à ton niveau. Toi-même au fond de te dire, ah, mais c'est le tout puissant TBO là qui est là comme ça là. Et aujourd'hui aussi c'était un autre jour. Ça c'est pour faire dans le comique. Mais ça marque. Par contre, Tidjane Thiam, on n'a même pas encore fait son intronisation pour qu'il soit président du PDCI le 22 décembre 2023. Dans une arrogance qui pue, il a commencé déjà à rabaisser la profession d'économiste du président Ouattara. C'est un économiste sans solution. Mais si Ouattara est un économiste sans solution, quand tous les économistes du monde se réunissent pour dire que l'école Ouattara, ce qu'il a fait, c'est un miracle économique là, c'est que Thiam se moque de tous les économistes du monde, lui-même inclus là-dedans. En voulant être tellement arrogant, il s'est insulté. Et quand on l'a remué là, il dit non, lui n'est plus économiste. Parce que ce n'est pas ton domaine de compétence. Et c'est pourquoi partout on t'a mis à la mauvaise place, c'est pourquoi tu as échoué. Et ça, on t'a mis à la mauvaise place parce que tu étais le soi-disant petit-fils d'Oufoué. Mais ce n'est pas suffisant. Les résultats sont là en face de tout le monde. Mais une chose est évidente. Tu penses que les Ivoiriens ne te connaissent pas. Mais comme tu es devenu président du PDCI là, PDCI frélaté périmé là, si toi-même tu n'apprends pas à connaître les Ivoiriens de gré ou de force vont te connaître et ils vont te cerner. Et ton côté arrogant là, et puis tout le masque que tu veux cacher là, on va enlever ça et puis mettre ça sur la place publique. Et puis tout le monde va voir. C'est de cela qu'il est question. 5e point de comparaison. Les carnets d'adresse. Aujourd'hui, dès que tu veux parler, son carnet d'adresse là, c'est plus gros que les tests des Zadi Zaourou. Ça là, ça peut remplir 15 armoires. Hey! Non, on ne parle pas de Ouattara lui-même. Hein. Tenez vraiment Ouattara là. Lui, son carnet d'adresse là. Tout carnet d'adresse d'Alassane Ouattara là. Et puis Alassane Ouattara lui-même là. Tenez vraiment Ouattara à ça. Je vous ai dit en haut, il travaille avec le bureau de la première dame. Carnet d'adresse de la première dame Dominique Ouattara là. Il a ça. Les collaborateurs à travers le monde de Dominique Ouattara là. Il a aussi le carnet d'adresse. Et en plus de tout ça, lui-même tenait vraiment Ouattara pour le domaine dans lequel il exerce actuellement, la sécurité d'un pays là. Ça lui ouvre les contacts des réseaux sécuritaires les plus puissants du monde. Depuis 14 ans, tous ceux qui ont été dans les réseaux sécuritaires du monde, qui sont des puissants là, ils connaissent cela depuis 14 ans. Ça, on ne s'amuse pas avec un tel monstre. Je vous parle d'un homme d'expérience pragmatique. Ça, c'est la photocopie de Ouattara qui est là. On nous présente un Tidjane Thiam qui ne compte que sur le crédit suisse. Mais on sait comment vous vous êtes séparés en queue de poisson. À part dire, je connais Tidjane Thiam là. Je connais Emmanuel Macron. Thiam, tu n'as rien comme carnet d'adresse. Ton carnet d'adresse là, c'est bédou magique de Vaudounon. Sinon on te dit ça. Donc il faut arrêter de trafiquer les Ivoiriens. Quelqu'un qui a un vrai carnet d'adresse là, la personne ne parle pas beaucoup. Tu mets ça en jeu. Ton carnet d'adresse là, Sorogem nous a déjà dit ça.
que toi, que lui, il avec Macron à travers toi et puis Benalla. Voilà tout ton carnet d'adresse qui est là. Ce que tu vaux là, en termes de résultats, les Ivoiriens connaissent. Et dans ta tête, et dans la tête des gens du PDCI, Emmanuel Macron va venir te poster au pouvoir comme la France nommait le gouverneur d'outre-mer pendant la période coloniale. Voilà votre plan. Mais c'est un plan enfantin. Ça veut dire que vous n'avez pas une bonne maîtrise des réalités du monde. Il faut commencer à t'apprêter en tant qu'un politicien. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Ça là, tu vas connaître ce que ça veut dire. Et donc, mesdames et messieurs, pour ne pas abuser des uns des autres, on va aller dans la conclusion. Et dans la conclusion, il faut déjà dire que il y a des éléments qui ne doivent pas vous échapper à l'esprit. Retenez que Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Et pour vous en rendre compte, Tidjane Thiam refuse de dire aux Ivoiriens ce que lui, Tidjane Thiam, quand il a eu l'occasion de servir les Ivoiriens, entre 1994 et 1999, 6 ans bien comptés, en tant que directeur général du BNET et ministre dans le gouvernement de Bédié, il a eu l'occasion historique de prouver aux Ivoiriens ce qu'il pouvait faire. Tout ce qu'on raconte aujourd'hui là, Tidjane Thiam, ce qu'on attend là, il faut dire aux Ivoiriens, je reconnais avoir été là. Et voilà ce que j'ai fait. Si c'est vrai là, ce n'est pas nous, nos bouches là qui vont effacer ça. Mais tellement toi-même tu sais que tu n'as rien fait. Tellement tes partisans savent que tu n'as rien fait. Vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches pour dire quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut faire confiance en quelqu'un qui a eu l'occasion de faire ses preuves, qui a été incapable, et cette personne-là pense que c'est sa bouche qui va nous tromper? Ça, je trouve que c'est considérer les Ivoiriens comme des idiots, alors que les Ivoiriens sont un peu plus intelligents que ça. À la réalité, Tidjane Thiam a honte de son passé qui ne contient absolument rien de positif à l'avantage des Ivoiriens. Et je pose la question simple aux Ivoiriens. Qui peut aimer un politicien lâche? Qui peut aimer un politicien qui ne s'assume pas? Qui ne s'assume pas à travers ses actes? Quand tu n'es pas capable de reconnaître tes propres actions, c'est un acte de lâcheté. Je prends un exemple. Est-ce qu'on peut demander à un enfant d'être fier de son père qui se définit lui-même par un manque déconcertant de courage? Le voleur est rentré dans la maison, papa a fui. Le voleur a fini de faire ce qu'il voulait, il est parti. Papa vient et on nous dit non, soyez fiers de votre papa. C'est ce que Thiam demande aux Ivoiriens. Non, soyez un peu plus sérieux. Mais en plus, si Thiam même voulait être un peu humble, ce serait encore mieux. Mais il profite de cette honteuse historique pour faire du polissage de son image en payant des centaines de journalistes. Je dis bien des centaines de journalistes, des cybercommunicants mercenaires. Quand j'ai dit ça ici, sur YouTube, il y a des gens qui m'ont dit, mais éclaireur, pourquoi tu fais de la diffamation? J'ai dit, je ne fais pas de la diffamation. Mais vous savez, quand tu communiques, on ne dit pas tout un coup. Et on observe. Parce que quand Dieu a créé l'homme là, on a une bouche et puis 2 oreilles. Ça veut dire un homme intelligent là. Il s'est dit que l'avantage des 2 oreilles là, il faut plus écouter et puis il faut peu parler. Comme ça, ça te donne le temps de réfléchir et de comprendre beaucoup de choses. Allez sur NCI. Regardez le comportement de beaucoup de journalistes. Dès que Thiam est rentré au pays, leur combat aujourd'hui, c'est de défendre Thiam. Mais ça a commencé quand? Et sous quelle motivation? Quand vous fouillez là, ils ont été payés pour faire son polissage d'image. Ça veut dire, on sait qu'il ne vaut rien. On sait qu'il ne peut rien faire. Mais répéter les mêmes choses, finalement les Ivoiriens vont s'habituer à lui. C'est ce qu'on appelle le polissage d'image. Et il y a des cybercommunicants dans tous les partis politiques qui ont été approchés
Et certains qui ont accepté, d'autres qui n'ont pas accepté, mais on leur a tous proposé de l'argent. Et pour vous en rendre compte, prenez le RHDP. Regardez aujourd'hui la communication de certains cybercommunicants qui ont fait un virage à 180 degrés. Mais est-ce que nous, en tant que des observateurs, est-ce que notre esprit de liberté va nous empêcher de nous dire qu'est-ce qui fait que quelqu'un change à 180 degrés? Ce qui fait que quelqu'un change à 180 degrés, soit il a été corrompu, soit il est convaincu par Thiam. Or, comme on sait que Thiam ne vaut pas plus que le président Ouattara, la seule raison qui les a convaincus, c'est la route de la corruption et de l'argent facile. Et quand j'ai dit ça, il y a des gens qui ont pensé que je m'amusais. Mais je vous fais écouter ici quelqu'un d'autre qui est différent de moi, qui n'est même pas RHDP, mais qui vous dit qu'eux aussi, là, ils ont été approchés. Celui-là, c'est un PPACiste endurci. Il dit qu'eux aussi, ils ont été approchés. Et écoutez ce qu'il dit. Il y a des gros manipulateurs. On a pris un petit groupe là, avec un gars qui dit que lui, il est du PPACI. Il a ramassé les jeunes là, et puis il dit qu'il vient parler pour Tidiane Thiam. Et j'ai dit, voici des gens comme ça, qu'ils ont préparé, parce que eux, quand ils attendent banquier, ils se disent qu'il va verser l'argent sur eux. Effectivement, ils ont préparé leur caisse, ils ont préparé des valises d'argent pour pouvoir distribuer à ces jeunes assoiffés, affamés, qui aiment l'argent comme fou là. Ils ont préparé ça pour eux. Vous allez voir des défections. Les gens vont quitter des partis politiques pour chercher à suivre Tidiane Thiam. Effectivement. Vous avez entendu? Est-ce que ça là encore, c'est moi j'ai dit ça? Or, bien avant que lui ne dise ça, quand moi j'ai parlé, moi mon idée, c'était exclusivement sur les cyber-militants RHDP, ou même certains. Moi je ne parlais pas du PPACI, je n'étais pas au courant de ça. Or, moi j'ai parlé avant lui. Comment se fait-il que lui vienne dire la même chose que moi? Un homme là, tu parles de ce que tu connais, mais tu ne parles pas de ce que tu ne connais pas. Je ne savais pas pour les gens du PPACI. Je n'ai pas dit que c'est tous les cyber. J'ai dit qu'il y a certains qui ont été contactés. J'ai bien dit qu'il y a certains qui ont refusé, qui ont dit qu'eux ne peuvent pas participer parce que ça va affaiblir leur image, mais qu'ils ne vont pas attaquer Thiam. Mais il y a certains qui se sont engagés. Mais lui vient, le militant du PPAC vient vous dire que la même chose s'est passée dans leur parti. Finalement là, est-ce que c'est mauvais de dire la vérité aux gens? Ils ont préparé leur caisse, ils ont préparé des valises d'argent pour pouvoir distribuer à ces jeunes assoiffés, affamés, qui aiment l'argent comme fou là. Ils ont préparé ça pour eux. Vous allez voir des défections. Les gens vont quitter des partis politiques pour chercher à suivre Tidiane Thiam. Et donc, après vous avoir fait écouter cet audio, on va progresser. Quel est le rôle maintenant que Tidiane Thiam a confié à ces journalistes mercenaires délinquants et à ces cybercommunicants mercenaires? Il faut bien répondre aussi à cette question. Il y a eu deux rôles qui leur ont été confiés. Je vous ai dit, j'ai dit, quand tu sais ouvrir tes oreilles là, tu entends beaucoup de choses. Il y a deux rôles qui leur ont été confiés. Le premier rôle qui a été confié, selon les compétences des uns et des autres, le premier rôle, il faut tout faire pour salir les dirigeants actuels du RHDP, saboter le travail des dirigeants du RHDP, saboter l'image du président Alassane Ouattara, afin de participer à un changement de l'histoire moderne pour tromper les naïfs et les assoiffés d'argent facile. En réalité, Tidiane Thiam a toujours privilégié ses intérêts personnels au détriment des intérêts des Ivoiriens. C'est pourquoi aujourd'hui, si Tidiane Thiam vient dans la politique, il ne le dit pas au grand jour, mais tout le monde sait que il a un compte à rendre aux États-Unis, il a un compte à rendre en Suisse, il a un compte à rendre en Europe, affaire d'argent, les placements toxiques d'argent. Blanc peut tout pardonner, mais ne pardonne pas son argent. Comment lui va payer cet argent-là?
C'est ça qui fait que Tidiane Thiam, le franco, ou bien l'ancien franco ivoirien, court aujourd'hui pour venir en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il s'est décrit lui-même. Et donc, il vient, il ne va pas demander n'importe quel poste. Il ne va pas demander à ce que quelqu'un le paye. Il ne va pas demander à se mettre à un poste où il va faire compétent, où il va montrer ses compétences aux Ivoiriens. Il vient là, il faut que lui vienne commander les Ivoiriens. Comme ça, il n'y a personne qui va lui dire, il ne faut pas prendre telle somme, il ne faut pas prendre telle somme. Maintenant, quand il va prendre l'argent là, c'est pour payer les crédits des banques et des actionnaires qu'il a fait tomber à travers le monde là. Ce sont des milliards et des milliards. C'est pour ça. C'est pour protéger sa propre peau qu'il vient en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que s'il voulait aider les Ivoiriens là, entre 1994 et 1999 là, il pouvait le faire, ça fait 6 ans. Mais il n'a pas fait. S'il voulait aider les Ivoiriens là, entre 2002 et 2011 là, Tidiane Thiam pouvait faire une petite déclaration. Tidiane Thiam pouvait faire une petite déclaration pour dire « Je suis choqué par le fait que des Ivoiriens s'entretuent en Côte d'Ivoire et je demande à ce que on préserve les vies. » Mais ça ne l'a jamais intéressé. Et ça, si ça ne vous intéresse pas, allez demander à Tidiane Thiam pourquoi on dit ici qu'on a un audio de lui et puis quelqu'un en 1999, quand il y a eu le coup d'État contre Bédié. Lui, Tidiane Thiam, a demandé qu'on le nomme comme directeur du port d'Abidjan. Parce qu'il sait, quand on va le nommer comme directeur du port d'Abidjan, là, il n'y a personne entre lui et l'argent. Alors que quand on te nomme comme un ministre, là, le budget, là, c'est écrit. Tout le monde peut voir. Thiam, là, sa motivation, ça a été toujours l'argent. Et rien d'autre. Et ça, si vous n'avez pas compris ces faits-là, continuez à vous distraire. Mais nous autres, il ne va pas nous distraire. Ce sont les esprits faibles et les esprits assoiffés d'argent facile qu'il pourra distraire. Le deuxième objectif, sinon le deuxième rôle qu'ils ont confié à ces cyberdélinquants et à ces journalistes mercenaires, le deuxième travail qu'ils leur ont confié, c'est de faire de la surenchère en transformant toutes les informations qui ne sont pas à la gloire de Tidiane Thiam. Ça veut dire tout ce qui n'est pas bon pour Tidiane Thiam en termes d'information là. Il faut répéter le contraire. Il faut contester bêtement, créer du bruit, faire du buzz. Comme ça là, un moment va arriver, les gens seront fatigués. Ils vont dire, ah, il faut les laisser comme ça, laisser-les dire ce qu'ils veulent. Là, comme ça, eux vont travestir la réalité. Et ça, en communication, on appelle cela la manipulation des consciences. Ce que moi je vous dis là, je n'invente rien. Et donc là, ce que je dis là, si c'est faux, regardez le comportement des Thiamistes. Ils n'ont pas d'argument. Mais ce que tout le monde a vécu, c'est que toi-même tu as vécu là. Ils viennent te dire que non, ce n'est pas ça. Et qu'eux, ils veulent réinventer la roue. Pour toi te dire ce qu'eux veulent et te dire de l'accepter. Ça s'appelle de la manipulation de conscience. Il faut être un idiot ou même faible de conscience pour se laisser embobiner par de tels comportements. La deuxième chose qu'il faut retenir de M. Tidiane Thiam, c'est que du 19 septembre 2002 au 11 avril 2011, Tidiane Thiam s'est royalement foutu de la gueule des Ivoiriens. Les millions d'Ivoiriens qui ont souffert, les millions d'Ivoiriens qui étaient en quête de paix, Accra 1, Lomé 2, Marcoussis 15, Bamako 25, Tidiane Thiam ne s'est jamais senti concerné par quoi que ce soit qui concernait la Côte d'Ivoire. Ni la souffrance des Ivoiriens, ni l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens se promenaient partout pour rechercher la paix, lui, il se la coulait douce en Occident et les Ivoiriens pouvaient bien rôtir en enfer. Ça ne l'a jamais intéressé. Il a été incapable. Il a été incapable, même par erreur, de prononcer un mot pour demander la paix et la sauvegarde des vies des Ivoiriens. Ça a été chose impossible pour lui.
Et si donc la Côte d'Ivoire était devenue un Rwanda, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, là, lui, il allait avoir des gens pour être des électeurs pour lui, Tidjane Thiam? Et donc, dans ce rapport, vous voyez que l'homme, quand il a besoin des Ivoiriens, c'est comme le colon qui revient à la plantation à 16 h pour venir demander des comptes aux indigènes qu'ils ont placés dans la plantation. Thiam fonctionne avec une mentalité de colon. Comme disait Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. C'est-à-dire le colon se couche à la maison. À partir de 16 h, les indigènes qui étaient au champ, là, ils viennent dire, bon, mettez-moi les récoltes ensemble et puis on rentre. Que tu sois mort, serpent t'a mordu au champ, c'est pas ce qui l'intéresse. Maintenant que la récolte est faite, maintenant que Alassane Ouattara a pu imposer la paix, maintenant que Alassane Ouattara a rempli les caisses, comme en 93, Bédier est venu vider les plus de milliards là. Lui, Thiam veut devenir le deuxième Bédier du pays pour venir vider encore les caisses de l'État pour payer les dettes des banques qu'il a fait tomber. Et quand on regarde un tel rapport, toute personne qui est censée se dire ce monsieur est très dangereux, eux ne pensent qu'à lui seul. Et la souffrance des autres, il n'en a que faire. Il est là uniquement pour ses propres intérêts. Et il ne parle du peuple que quand il a besoin de celui-ci pour le voter. Mais ceux qui veulent le voter, on est en démocratie, c'est votre droit de le voter. Mais nous autres qui ne sommes pas des idiots, on ne va pas se laisser distraire. Mais on ne s'arrêtera pas là aussi. Il y a aussi un troisième élément que chacun doit retenir. Après toutes ces preuves qu'on vient de vous présenter, les Ivoiriens, s'ils ont le courage de suivre Tidjane Thiam, ce politicien bédou magique, en vérité, je promets aux Ivoiriens, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Et vous savez de quoi je parle. Parce que quelqu'un qui est dans une volonté farouche de manipulation à tous les niveaux, quand on lui demande quels bénéfices tes compétences intellectuelles et professionnelles ont apporté aux Ivoiriens entre 1994 et 1996, la réponse est zéro. On t'accueille avec l'arrogance. 6 ans au gouvernement, mais personne ne se souvient d'un bienfait de Tidjane Thiam. Même les mendiants au bord de la route. Et même pour aller à l'école du mensonge, Thiam s'y prend extrêmement mal. Vous avez pu le voir tout dernièrement dire sur la toile qu'il a fortement contribué à aider au PPTE, le programme des pays très endettés, au temps de Laurent Gbagbo. Mais, comme parler est facile, quand on demande à ceux qui étaient ministres de l'économie à cette époque, celui qui était le ministre de l'économie à cette époque-là, quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, voilà ce qu'il nous dit, et voilà ce qu'il nous dit. Qui sont ceux qui ont aidé à l'obtention du PPTE? On écoute ça ici ensemble. 6 396 milliards de francs CFA, c'est le stock de la dette de la Côte d'Ivoire à la date du 30 juin 2012. Mais depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés PPTE par la Côte d'Ivoire, le 26 juin dernier, 4 090 milliards ont été annulés par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les créanciers de Paris. Il reste à l'État de Côte d'Ivoire 2 214 milliards de francs CFA de dettes à payer aux créanciers de Londres. Ces chiffres ont été communiqués ce mardi par le ministre de l'Économie et des Finances. Pour Charles Kofi-Dibi, depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, la Côte d'Ivoire emprunte sur le marché financier international à un taux de 8,5, un taux qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de lever des fonds pour financer le développement. Le ministre de l'Économie a insisté sur la crédibilité de la signature de la Côte d'Ivoire en donnant des indicateurs macroéconomiques. Il s'agit d'un ratio qui mesure la crédibilité de la Côte d'Ivoire après l'atteinte du programme PPTE. C'est maintenant le ministre de l'économie et des finances là, qui vous parle. Ça y est, lui-même là, on lui a confié tout là. C'est lui qui vous parle maintenant. Écoutez bien. Je peux vous dire qu'il y a des pays qui ont plus de richesses que nous, dont le rendement du bon aujourd'hui est à 14. La Côte d'Ivoire fait mieux. Ce qui veut dire que si aujourd'hui nous devons aller sur le marché international
comme l'ont fait déjà des pays comme le Ghana, le Gabon, pour pouvoir financer leur développement et financer leur croissance. Nous aurons alors à capter des ressources au niveau du marché international, mais nous les capturons moins cher par rapport à certains pays. C'est ce que ça veut dire. Mais nous allons nous préparer notre rating, améliorer encore la qualité de notre signature parce que nous aurons une économie compétitive, parce que nous aurons attiré beaucoup d'investissements directs étrangers pour que la croissance soit beaucoup plus soutenue et durable. En ce moment-là, lorsque nous aurons bouclé le programme triennal avec le fonds à fin 2014, nous irons sur le marché international. Et la Côte d'Ivoire se vendra très cher. Parce que nous serons bons, parce que nous sommes devenus crédibles. Lorsque vous regardez la situation et l'environnement de votre pays, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui pose des problèmes à mon pays? Qu'est-ce qui fait que depuis 1982, pratiquement, nous n'avons plus fait d'investissement? Vous avez entendu le ministre de l'économie et des finances. Il dit depuis 1982, nous n'avons pas pu faire d'investissement. Souvenez-vous du journal dont je vous ai parlé le 9 février 1978. Ça veut dire tous ceux qui ont dirigé de 82 jusqu'en 2012, c'est-à-dire le début du pouvoir de Ouattara, il n'y a pas eu d'investissement. Pourquoi? Ça veut donc dire déjà qu'ils n'ont pas travaillé. Et ce sont les raisons qu'il est en train de vous donner. On écoute ces raisons-là. Même pas des investissements de maintien, pour dire des investissements de croissance. Ouais. Il n'y a eu pas d'investissement de maintien, encore moins parler d'investissement de croissance. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire même le peu qui avait été fait là, pour entretenir là, ils n'ont pas pu. À plus forte raison dire comment on a stabilisé et puis faire des choses nouvelles là, il n'y en a pas eu. Or, Thiam a dirigé entre 1994 et 1999, ça fait 6 ans. Est-ce que Thiam ne fait pas partie de ces personnes-là? Et c'est pourquoi les 12 éléphants d'Afrique, là, comme je vous l'ai dit, existaient bien avant eux, existaient bien avant Ouattara, existaient bien avant Bédié. C'est depuis le temps d'Oufoué. Mais vous voyez que les dates sont en train de sortir. Parce que ces projets, pour faire un projet, là, il faut que ça soit d'abord sur papier. Mais le monsieur vous dit depuis 1982. Ça veut dire même les projets qu'ils avaient écrits dans les années 70, ça n'ont pas pu réaliser. Et vous voulez mentir aux gens ici. Regardez, tout ce qui a été bâti avant. Mais c'est cette dette que nous avons aujourd'hui qui a permis de bâtir ce qui a été bâti avant. Il dit, tout ce qui a été fait avant 82 là, c'est ce qui était là, sinon il n'y avait rien. Ça là, venez me dire que c'est encore éclaireur qui est en train de vous dire ça, ou bien que je suis en train de retransformer ce qu'il est en train de dire. Mais depuis que nous avons eu notre crise, notre dette extérieure qui a commencé d'abord par des programmes d'ajustement structurel et tout le reste, jusqu'à ce que le PPTE soit mis en place depuis 1996. Et là-dessus, si vous voulez, je vais vous dire une chose que les Ivoiriens ne savent pas. Et maintenant, il va dire quelque chose que les Ivoiriens ne savent pas. Et pour ceux qui veulent être des personnes qui ne comprennent rien, le seul Africain à la peau noire qui a été directeur adjoint du FMI, du Fonds monétaire international, s'appelle Alassane Ouattara. Et il dit, je vais dire quelque chose que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas. C'est ça qui va casser le mensonge de Tidjane Thiam. Écoutez bien. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un de ses fils, qui a été le seul d'ailleurs africain qui a occupé cette fonction, et depuis il n'en a pas eu. C'est le poste de directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Ah, vous avez entendu, non? C'est pas moi, j'ai inventé des... Le président actuel a occupé cette fonction. Le président actuel s'appelle Alassane Ouattara. Et pendant qu'il y était, voilà comment l'initiative a été mise en place. Et ce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas, c'est que le PPTE là, ça n'a pas commencé à l'époque de Bédié. Ah, ça aussi il faut dire aux Ivoiriens. Ça a commencé à partir de 1996. Ça veut dire sous la dirigeance de Bédié, au moment où Tidjane Thiam était là. C'est ça. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à initier le programme PPTE. C'est ce qu'il faut dire. Et c'est pourquoi en ce moment, Alassane Ouattara était au FMI en tant que directeur adjoint du FMI
Et Alassane Ouattara a aidé les Ivoiriens dans le processus de l'acquisition du PPTE. Voilà ce qui s'est passé. Il faut avoir été un gouvernement incapable comme celui de Bédié pour initier le programme des pays pauvres très endettés à partir de 1996. Or, Thiam était dans le gouvernement à partir de 1994 jusqu'en 1999. Voilà la réalité qu'il faut expliquer. Et bien entendu, ce n'est pas qu'il a fait en sorte que la Côte d'Ivoire y soit, mais il a pesé quand même pour que notre pays fasse partie de ces pays-là, devant bénéficier de cette initiative-là, parce que les ratios... Il dit malgré les méchancetés des Ivoiriens là, malgré la méchanceté des Bédiers là, Alassane Ouattara a facilité pour que la Côte d'Ivoire soit prise en compte dans les pays PPTE. Ça veut dire qu'il était opposant, hein. Vous les Tidjam Thiam, vous étiez au pouvoir, hein. Mais lui, l'opposant là, lui, il est venu aider les Ivoiriens. Il est venu dire, même si je suis loin des Ivoiriens, je ne vais pas laisser les Ivoiriens pleurer. Je dirais les ratios pertinents que le monde entier regarde avant de déclarer qu'un pays est pauvre et très endetté, ces ratios-là nous concernaient de près. Notre niveau de ressources propres par rapport à notre niveau d'endettement extérieur, nous étions à près de 400%, alors que le ratio lui-même, il est de 250. Notre PIB par rapport à notre dette extérieure, on était à près de 104%, alors que le ratio est de 40%. Donc, tous ces ratios-là, nous ne les respectons pas. Voilà comment la Côte d'Ivoire a été admise à compétir. Parce que ce n'est pas parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre niveau de pauvreté a pratiquement atteint près de 48%. Et la moitié de nos recettes est utilisée pour payer la dette extérieure. Mais combien il reste à l'intérieur pour pouvoir créer la richesse et réaliser les investissements et améliorer la condition de vie des Ivoiriens? Parce que normalement, le ratio est de 150%. C'est-à-dire l'ensemble de vos dettes extérieures par rapport à vos recettes d'exportation, le ratio normal est de 150. Nous, on avait dépassé les 150. Voilà comment la Côte d'Ivoire, depuis 1996, a commencé. Nous sommes à notre tour. Voilà comment la Côte d'Ivoire, depuis 1996, au moment où le grand économiste Thiam était là, ou même l'ingénieur en faillite était là, voilà comment la Côte d'Ivoire, depuis 1996, est tombée dans un surendettement au-delà de 150% par rapport au ratio. Voilà la vérité qu'il faut dire aux gens. Et donc là, toute l'école d'économie qu'il avait fait en ce moment-là, ça ne pouvait pas servir. Et puis c'est en 2023, comme par miracle, après avoir fait tomber des banques, que ça va servir. Donc quand on vous dit que Tidjam Thiam là, c'est la bête noire des banques et de l'économie, voilà ça encore depuis 1996. Quand il met son pied quelque part, il fait tomber. Il a fait tomber l'économie de la Côte d'Ivoire avec Bédié avant de partir, fait tomber la banque suisse. Troisième tentative aujourd'hui et qui a réussi. Parce qu'à chaque tentative, il y a eu des difficultés dans notre pays, les crises sociopolitiques, les guerres et tout le reste. Tout cela n'a pas permis de finaliser le programme. Nous avons eu la chance d'essayer comme les autres l'ont fait. Parce que nous n'avons pas, je vous dis tout de suite, quand nous sommes devenus ministres, nous étions confrontés à deux choses. Nous regardions l'horizon de notre Côte d'Ivoire, nous étions en train d'aller vers le gouffre. Bédié, Babo et autres ont laissé le pays dans les gouffres, Tidjam Thiam inclus. Il dit quand lui il a été nommé comme ministre des Finances et de l'économie par Ouattara en 2012, là, le pays était dans les gouffres. Et donc la Thiam, là, ses écoles d'économistes ou bien ses compétences intellectuelles là, ne servaient à rien. Et bizarrement, aujourd'hui, c'est ce même Thiam qui veut venir. Alors que les exemples sont là en face de vous. Après avoir fait tomber le pays dans les gouffres, après avoir fait tomber la banque suisse et bien d'autres, il revient encore à ses anciens amours, Il faut être plus qu'un idiot pour pouvoir le suivre dans ce jeu. C'est-à-dire en situation de cessation de paiement. M. Badani Tal est témoin, il peut le dire. Le ministre de l'économie dit que ce que lui dit là, il y a un autre monsieur qui est à côté de lui qui s'appelle Bakary Tal.
la Côte d'Ivoire ne pouvait même plus payer ses dettes. La Côte d'Ivoire ne pouvait même plus honorer ses engagements à l'international. Ou alors nous avons le choix de tenter l'impossible, c'est-à-dire aller renouer avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, reprendre le programme et puis espérer un jour atteindre ce point d'achèvement. Et donc il dit, eux-mêmes n'avaient plus d'espoir. Chaque fois qu'ils voulaient atteindre le point, ça se gâtait. Il y a quelque chose qui venait gâter. Et qu'eux-mêmes là, ils n'avaient plus d'espoir. Mais comme il le disait à l'entame, le seul espoir qui existait s'appelait Alassane Ouattara. Et c'est Alassane Ouattara seul. S'il y avait quelqu'un d'autre qui avait participé là, il allait le dire. Puisque M. Thiam, beaucoup pensent qu'on est en conflit avec lui, non, loin de là. C'est un Ivoirien, c'est un de nos frères. C'est quelqu'un même, en tant que personne humaine, on n'a absolument rien contre lui. Mais si M. Dibi donne des noms, comme Badani Tal, est-ce qu'il donne des noms comme Alassane Ouattara, ancien directeur adjoint du FMI? Pour quelle raison il allait manquer de dire le nom de Tidjane Thiam? Non, non. Soyons un peu sérieux. Si nous n'avions pas essayé, le pays allait dans le gouffre. Essayons de pouvoir, on avait le mur en face de nous. En forçant le mur, on verra bien ce que ça va donner. Mais pour en arriver là, il fallait payer les arriérés que nous devons. Voilà comment nous avons réussi à payer les arriérés. Et puis bon, ben, nous sommes engagés dans le programme et nous disons que les Ivoiriens en ont beaucoup souffert. Mais les autorités, le président actuel, je m'avais vous dit, nous a beaucoup soutenus. Et moi, à l'époque, j'ai mis pratiquement tous les hommes politiques à contribution pour dire c'est la seule voie. Il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois. Quand mon ami Zen a rappelé à l'époque les souffrances, il sait. Mais il ne s'agit pas de venir relater les souffrances. C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné, c'est notre pays qui a gagné, c'est les Ivoiriens qui ont gagné. Ils en ont beaucoup souffert. Pour revenir maintenant au cas de la dette intérieure, maintenant que nous avons fini avec le fardeau qui nous... Et donc, je vois quelqu'un qui dit que Thiam n'a pas commis de faillite bancaire. Et Thiam même est tellement convaincu qu'il a commis une faillite bancaire. Pour vous rendre compte de cela, comme vous vous trompez ou vous voulez tromper les gens, quand moi je parle, je mets les faits. Il faut dire c'est faux. Dans les rues de Zurich, là, celui qu'on appelle Iqbal Khan. Iqbal Khan, son nom là c'est I-Q-B-A-L et puis Khan, K-H-A-N, qui a fait poursuivre, qui a fait espionner ce monsieur-là, qui était à la banque suisse avec Tidjane Thiam, et qui a fait faire une course-poursuite dans les rues. Celui qui dit, si quand tu as fait du bien là, tu n'espionnes pas les gens. Et celui qu'on a attrapé s'appelle Tidjane Thiam. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Le malfaiteur là, quand il fait le mal là, lui-même il sait avant que les autres vont savoir. Donc il prend des dispositions. Et donc dans les dispositions de vouloir cacher ses méfaits, il voulait contraindre Iqbal Khan, qui avait déjà quitté le Crédit Suisse, pour aller à Helvet UBS. Il savait que c'est ce monsieur qui pouvait mettre son cul dehors. Voilà pourquoi il voulait faire du chantage à ce monsieur-là. Il s'appelle Iqbal Khan. Je vous ai dit, nous on est prêts. Jusqu'à Las Caras. Maintenant, il faut aller réviser tes leçons et puis tu reviens. Comme tu dis, n'a pas fait faillite là. Celui qui a mis son cul dehors s'appelle Iqbal Khan. Et comment il a espionné là? Quand on a attrapé ceux qui ont fait l'espionnage, c'est le nom de Tidjane Thiam qui est sorti. Et derrière tout ça là, c'était une manière de faire du chantage pour que Iqbal Khan ne parle pas. Voilà. Il faut aller réviser tes leçons qu'on t'a fait avaler pour aller venir me démontrer que ces faits n'ont pas existé. Et puis maintenant, on va continuer parce que la réalité te dépasse. Mais la réalité là, c'est pas moi je fabrique. C'est pas toi qui fabriques. On met devant. Si Thiam n'est pas content de ce que j'ai dit là, il a Abidjan là-bas, il n'a qu'à poser plainte contre moi. Ça aussi, c'est la vraie vérité qui est là. Je ne l'ai pas insulté, mais j'ai mis les faits qui sont là. Lui-même ne les conteste pas. C'est pas un idiot à la petite semelle qui va venir nous distraire ici. Ce que nous disons là. Après, on va laisser la parole. Si tu es vraiment garçon, que tu as des preuves là, c'est par Messenger qu'on communique. Le Messenger là, c'est éclaireur en un mot, pro-vérité en un mot.
Et puis maintenant, tu ajoutes bis en un mot. Ça fait 3 mots. Éclaireur, pro-vérité, bis. Tu tapes ça dans ton Messenger. Quand tu vas me voir là-bas, là, il faut dire, je veux prendre la parole. C'est tout. Je vais te donner la parole. Et c'est là que tu vas voir que nous, là, on vous a dit qu'on est prêt. Mais votre Tiam, là, la publicité qu'ils veulent, on va lui donner. Vous avez dit qu'on fait sa publicité, non? Laissez-nous faire sa publicité. Comme ça, il va devenir président. Nous, on n'a pas reçu 5 francs de lui. Comme nous, on est maudits jusqu'à nous, là, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, là. Laissez-nous faire sa publicité. Ceux à qui il a donné des millions, si ils ont échoué, là, nous, on est en train de faire sa publicité et on va continuer à le faire. Qui nous empêchait de développer l'intérieur. Maintenant que nous avons fini avec l'extérieur, alors nous allons nous occuper de l'intérieur. Je vais vous dire, notre dette intérieure n'est pas aussi élevée qu'on le croit. Très bientôt, nous sommes en train de faire en sorte de pouvoir faire une évaluation réelle. Parce qu'en matière de dette, dites-vous une chose, il y a la dette reconnue et il y a la dette que nous cherchons à reconnaître. Et je vais vous dire pourquoi. Toute dette réelle doit avoir d'abord une couverture budgétaire. Il faut que celui qui crée la dette ait l'autorisation de créer la dette. Et il faut que derrière cette dette-là, il y ait eu une prestation de services ou une livraison de marchandises. Il faut maintenant que le circuit des finances publiques soit respecté. Pour que la dette, la dépense arrive chez le comptable public, et s'il a la trésorerie qui paye, en ce moment la dépense est éteinte, elle a fait tout le tour. Mais s'il n'a pas la trésorerie qui ne peut pas payer en ce moment, ça devient ce qu'on appelle un reste à payer. Ça, c'est d'abord le premier niveau de dette. Mais il y a d'autres dettes qui ne sont pas reconnues. C'est-à-dire, quelqu'un qui accepte l'autorisation d'engager l'État, engage l'État, mais alors ne fait pas en sorte que la dépense suive le circuit normal des dépenses. Je l'ai déjà dit, il prend la facture de l'opérateur économique qui a livré la marchandise, il met cette facture dans son tiroir. Et jamais la facture n'est engagée. C'est ce qu'on appelle les passifs. Et c'est ça qui gangrène l'économie ivoirienne en matière de finances publiques. Et c'est cela, parce que nous sommes engagés à assainir nos finances publiques. Et c'est cela que nous voulons recenser une dernière fois, une bonne fois pour toutes, faire le point de l'ensemble, et plus jamais il y aura ça. On l'a déjà fait une fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, on a demandé de faire le recensement, on s'est retrouvé avec 44 milliards. Mais vous savez combien ont été reconnus? 4 milliards. Et même dans les 4 milliards, nous sommes en train de regarder. Parce que des gens s'amusent à créer du fictif. Et la brigade anticorruption que nous avons mise en place, en a déjà saisi quelque chose. On va vous le brandir bientôt. Parce que nous n'allons plus tolérer cela. Alors c'est tout cet ensemble que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de recenser. Et lorsque nous aurons fini d'ici sous peu, parce que nous avons engagé des cabinets indépendants pour ne pas qu'on dise que nous avons pris nos camarades pour harceler 2 personnes, parce qu'en Côte d'Ivoire on se connaît. Oui. Quand nous aurons terminé, je vous assure, nous allons mettre en place une procédure d'appurement. Et cela sera fait dans les tout prochains mois. Tout le monde le saura. Les restes à payer seront toilettés. Le passif que nous allons recenser, nous allons voir comment est-ce que nous allons les budgétiser sur une période de court terme, et puis nous allons faire le nettoyage. Un ministre des Finances ne peut pas dire je pense qu'on peut atteindre tel niveau de croissance, et puis ne pas être capable de fluidifier l'économie nationale. Mais de vous à moi, c'est incongru, c'est irresponsable. Donc la dette intérieure nous préoccupe. Mais nous voulons payer la vraie dette, la bonne dette et la juste dette. Pour une question de meilleure gouvernance, le président de la République a demandé au Premier ministre de nous instruire pour que nous essayions de regarder dans le portefeuille de l'État comment optimiser le portefeuille de l'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les ressources publiques de l'État, les mettre dans un secteur marchand et ne même pas être capable d'avoir un retour sur l'investissement. Je ne sais pas si on se comprend. Alors le président a demandé de la vigilance. Le Premier ministre nous a instruit de faire en sorte que nous puissions présenter un schéma d'optimisation du portefeuille de l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Parce que les économies d'échelle que nous allons faire dans ces secteurs, écoutez, nous pouvons les utiliser pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, pour faire en sorte que dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, on puisse avoir de l'eau potable. Dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, qu'il puisse avoir une piste toilettée qui permette une évacuation des produits agricoles et des denrées alimentaires. Que dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait un centre de santé. Dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait une école. Et que dans ces parties les plus reculées, qu'il y ait également une opération de logement, qu'il y ait également de l'électricité, qu'il y ait de l'eau potable. Et que vivant là-bas, il ait un revenu parce qu'il y a un agriculteur, parce qu'il est bien payé, comme le disait tout à l'heure M. Moulanital, alors qu'il n'a même pas envie de venir à Abidjan, qu'il se sente mieux là-bas et qu'il vive sa vie là-bas parce qu'il vit bien. Et donc, mesdames et messieurs, voilà ce que nous aurions pu vous présenter en espérant que ça va servir davantage aux Ivoiriens qui veulent s'éclairer. On va arrêter un peu la présentation ici aujourd'hui et on va passer directement à l'édito de Mère Nefertiti. Et dès qu'on a fini l'édito, on va ouvrir la section pour donner la parole aux uns aux autres pour pouvoir s'exprimer. Et donc, attendez d'abord qu'on en finisse avec l'édito de Mère Nefertiti et on va pouvoir prendre les uns et les autres à n'en point douter. Bonsoir l'éclaireur, bonsoir à toute la classe. Si vous permettez, aujourd'hui, j'ai mon texte qui a pour titre « Ras-le-bol d'une femme ». Je commence. Alors, je dis stop, stop, stop. Oui, nous en avons assez que l'injustice, le mensonge et la xénophobie continuent son chemin haineux et vicieux en Côte d'Ivoire. Je viens ici crier mon indignation face à une injustice qui consiste à instrumentaliser le mensonge contre un innocent dans le simple but de l'ostraciser. Soyez dignes et assumez pour une fois vos propos et vos manigances. J'appelle ici au témoignage des acteurs de l'ivoirité, du tribalisme et du mensonge. Monsieur Kako Gikawe, veuve Madame Henriette Conan Bédier, Gbagbo Laurent, Simone Erivé, Asso Adou et tous ceux qui se sont rendus coupables de cette honteuse manipulation. Voyez-vous, chez moi, il y a un adage qui dit « Un homme a beau pisser loin, les 3 dernières gouttes finissent sur ses propres orteils ». Qui aurait cru que l'ivoirité serait d'actualité contre un pseudo-descendant d'Oufé-Boigny, une personne sans honte qui s'est exilée de la Côte d'Ivoire et qui s'est prévalue de la nationalité française et qui se prévaut de toutes les autres nationalités, sauf celle de ses aïeuls. Or, donc un Thiam pouvait lorgner le fauteuil présidentiel et non un Ouattara. De toutes les façons, nous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité avons nos tabourets et nous attendons et viendra inéluctablement le jour où nous verrons le morcellement du PDCI à l'image du PPACI. Parole de femme et de mère. Inch'Allah. Merci. Texte coécrit avec Madame Blanc et Mère Nefertiti. J'adresse mes sincères condoléances à la sœur Sali Koné et que l'âme de notre oncle repose en paix. Force et courage à elle et à toute sa famille. Je termine par une note de gaieté en souhaitant un bon anniversaire au patriarche M. Georges Lescra pour les 42 ans de noces. Vive les EPV, vive le Prador, vive la Côte d'Ivoire. Aimons-nous vivants. Merci, à bientôt, Mère Nefertiti. Vraiment, merci beaucoup, Mère Nefertiti. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'écriture de ce texte. Et comme tout le monde le sait, ce PDCI-là, nous vous promettons qu'il sera mis en miettes avant 2025. Parce que c'est la face visible de l'iceberg que vous voyez. Parce que l'injustice n'a jamais construit. Mais quand en plus d'avoir été injuste, on veut
se vêtir du manteau de l'arrogance, c'est comme quelqu'un qui a chié et qui veut prendre son pipi pour se nettoyer. Et ça sera notre plus grand plaisir. Sachez que ce PDCI-là, tant qu'il va rester dans sa suffisance, dans son ethnicisme et dans ses égarements, ce n'est pas nous qui allons lui faire cadeau de nous délecter de sa désintégration.